Il est l'un des plus grands artistes du XXe siècle, l'un des artistes les plus chers au monde aussi, avec son triptyque d'études de Lucian Freud, qui s'était vendu, rappelez-vous, 142 millions de dollars en 2013. Pourtant, Francis Bacon n'avait pas été exposé à Paris depuis 23 ans. Direction le Centre Pompidou pour une exposition qui promet de marquer les esprits. Ne sont réunis ici que des chefs-d'œuvre de l'artiste réalisés dans les 20 dernières années de sa vie. On parle de la période qui va de 1971 à 1992, sa période la plus cotée et aimée du grand public. Une soixantaine d'œuvres, dont 12 triptyques, c'est du jamais vu. L'angle choisi par le musée pour mettre en scène cet immense artiste n'est autre que son goût pour la littérature, mettant en regard de ses toiles monumentales les textes littéraires ou philosophiques qui l'ont inspiré, lui qui possédait une bibliothèque de plus de 1000 ouvrages. Pas d'inquiétude, vous ne serez pas au coude à coude pour admirer les petites pages de ses livres, puisque la scénographie nous plonge dans l'imaginaire de Bacon, faisant résonner dans les espaces d'exposition des lectures de ses textes chéris, Nietzsche ou Léris parmi d'autres, comme autant de phrases qui revenaient dans sa tête ou dans sa mémoire. Et pour être honnête, cet angle littéraire d'exposition se retrouve complètement submergé par la puissance des peintures de Francis Bacon, écrasante, fascinante, presque obsédante. Sa palette d'abord, incandescente, électrique, orange vif, jaune citron, rose bonbon, vert amande, une révélation. Des couleurs innocentes qui nous attirent comme du miel avec les abeilles. Son trait ensuite. On sent ici que nous sommes face à une œuvre accomplie. Bacon a trouvé son style, son geste est fluide, son dessin touche au génie. Peu de lignes pour tout dire, son sens de la composition est absolument époustouflant. L'artiste nous raconte des histoires dessinées en chapitres, mises en scène dans les pans de ses triptyques. Il y dispose des éléments dissimulés comme autant de codes décryptés qui permettent à chacun de narrer sa propre histoire. C'est cette polarité extraordinaire entre la douceur vive des couleurs et la violence torturée des images qui nous trouble et nous attire. Car Bacon nous disait vouloir peindre la vie elle-même, par essence, en mouvement permanent la vie, si difficile à capter dans une toile figée. Alors il peint le mouvement pour lutter contre cet état statique qu'il refuse. Il dessine les contours de l'âme, tourmentée, torturée. Il peint la mémoire, vivace et floue à la fois. Il n'embellit rien, il nous livre la vie, la vraie, comme une tragédie grecque tentant désespérément et magnifiquement de concilier les opposés, d'accepter la déchéance comme une part du sublime de l'existence. Alors il est loin de l'idéalisme, notre artiste, comme sa vie, à lui, homosexuel dans une Angleterre qui dépénalisera l'homosexualité en 1967 seulement, bagarreur, rebelle, refusant les conventions en criant haut et fort que sa plus grande chance fut de n'avoir aucun professeur. Bacon fait partie de ces artistes sulfureux qui défraient la chronique, qui fascinent par leur art violemment génial. Il est le peintre des corps distordus, écartelés, sanglants, mais il est plus que ça. Il est aussi le peintre de l'intériorité. Ses œuvres nous font réagir, nous serrent la gorge, nous nouent l'estomac. Choqués ou touchés, parmi les œuvres phares de l'exposition, il y a les 3 triptyques réalisés en mémoire de Georges Dyer, son compagnon qui s'est donné la mort, on le rappelle, dans un hôtel parisien en 1971, 2 jours avant l'inauguration de la rétrospective de Bacon au Grand Palais. Ils sont là, comme un immense hommage du cœur, une trinité réunie dans une même salle. C'est absolument inédit, une exposition sensationnelle, au sens propre comme au figuré.